Bonjour, je suis Chadiversité. Comme beaucoup de passionnés du Moyen Âge, j'ai une place spéciale dans mon cœur pour l'histoire du roi Arthur et des chevaliers de la Table Ronde. En effet, cette histoire est l'une des ancêtres du grand et impressionnant genre de la fantasy médiévale. Ce n'est pas la seule, je veux dire. Beowulf est certainement aussi l'un des grands ancêtres. Combattre des dragons, sérieusement les gars, non? Bien sûr, le roi Arthur aussi. Magie, épée, sorcier, c'est évident. Comme cette histoire est essentielle à la fantasy médiévale, il me semble important d'en comprendre les bases historiques. Quelles parties de cette histoire sont réelles et lesquelles sont fictives, et qu'est-ce qui m'intéresse à ce sujet? Si nous devions prendre les éléments historiques et ensuite adapter les éléments fictifs pour qu'ils correspondent plus précisément aux éléments historiques, à quoi ressembleraient-ils? Plus précisément, examinons l'élément principal et l'un des aspects les plus populaires de l'histoire du roi Arthur. Excalibur est souvent représenté comme une épée médiévale de chevalier. J'ai ici une des reconstitutions que vous avez sûrement déjà vues sur mon mur. Voici Excalibur, ou du moins, comme ils la vendent, l'un des nombreux modèles. Et oui, c'est une épée très classique, élégante, au style médiéval tardif. Voici Excalibur, avec le dragon sur le pommeau et les dragons sur la garde et tout ça. Le pommeau affiche aussi l'inscription Excalibur. En réalité, si Excalibur avait existé, ce qui est possible dans un certain cas, il y aurait une épée. Elle en est fortement inspirée. Ce n'est pas à ça qu'elle aurait ressemblé, donc pour avoir une idée de ce à quoi Excalibur aurait vraiment ressemblé. Nous devons remonter à l'origine de la légende arthurienne, car cela nous donnera la base. Lorsque vous examinez l'origine historique de la légende arthurienne, il y a une certaine divergence qui se produit entre Arthur l'homme et Arthur la légende. Maintenant, que veux-je dire lorsque je parle d'Arthur la légende? Eh bien, je parle d'Arthur et de ses chevaliers de la Table Ronde, dont Excalibur est un élément central. Et Merlin, toute cette histoire avec Morgane, etc. Nous pouvons dire avec une assez grande confiance que les chevaliers de la Table Ronde elle-même, Camelot et Excalibur n'ont jamais réellement existé. Tout cela est fantaisiste, mais cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas une base historique. Nous y reviendrons, mais d'abord, regardons Arthur, l'homme. Concernant Arthur, il existe un récit d'Arthur dans l'Historia Brittonum. Et maintenant, ce qui est intéressant concernant ce texte, l'Historia Brittonum, c'est qu'il y a des questions sur sa validité. Mais il identifie Arthur comme un chef romano-britannique qui a mené les armées dans la défense de la Bretagne lors de l'invasion anglo-saxonne à la fin du VIe siècle et au début du VIe siècle, ce qui a culminé avec la bataille de Badon. Le souci avec les textes historiques, c'est qu'on ignore à quel point les auteurs ont pris des libertés. Par exemple, les récits de la bataille de Troie parlent beaucoup de l'implication directe des dieux grecs. Aujourd'hui, nous sommes assez sûrs que, vous savez, la bataille de Troie a réellement eu lieu. Troie était une ville. Quant à l'implication directe de Zeus et des autres, c'est une question de licence artistique. La légende arthurienne était une tradition orale transmise par des troubadours. Juste des gens qui racontèrent l'histoire, non? Beaucoup d'histoires sont transmises oralement de toute façon. L'Iliade fut récitée intégralement avant d'être transcrite. Donc, encore une fois, nous n'avons aucun moyen réel de savoir si Arthur était inclus ou mentionné dans ces récits historiques, vous voyez. Parce que l'histoire était déjà populaire et que quelqu'un voulait lui donner un peu plus de crédibilité. Donc, au final, tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'Arthur, en tant que roi, cette figure héroïque et iconique, aurait pu exister, sur laquelle cette légende est basée. Et le plus probable est cet Arthur mentionné comme un héros, un roi général qui a combattu contre l'invasion anglo-saxonne. Mais il n'est jamais question d'épée magique, de sorcier, de chevalier de la Table Ronde, de camelot ou d'éléments similaires. Alors, d'où vient la légende du roi Arthur dans tout cela? Eh bien, il y a un autre personnage historique qui présente beaucoup plus de similitudes avec la légende du roi Arthur que le véritable Arthur historique. Cela semble être ce sur quoi il aurait pu être basé, et il s'agit de Charlemagne et de ses 12 pères. Ces 12 pères, les plus grands guerriers de la cour de Charlemagne, étaient appelés les paladins. Et j'en parle dans ma vidéo « L'origine historique du paladin fantastique ». Charlemagne a un groupe de soldats loyaux équivalent au chevalier médiéval.
Et il avait aussi une épée à laquelle on attribuait certaines propriétés surnaturelles, mais l'épée ne s'appelait pas Excalibur, elle s'appelait Joyeuse. Les similitudes sont trop importantes pour être ignorées selon moi. Et il est assez sûr de supposer que la légende du roi Arthur, des éléments centraux, tels que les chevaliers de la table ronde et Excalibur, s'inspirait plus de Charlemagne que du véritable Arthur. Mais vous savez, vouloir en faire une histoire, une légende sur l'origine de la Grande-Bretagne? Donc les Bretons, vous savez, ont très probablement regardé leur propre histoire vers une figure importante qui a joué un rôle essentiel pour établir un « Hey, regardez, voici ce type Arthur ». Eh bien, alors combinons-les simplement. Et là, nous avons la légende, le récit du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. Et il y a une autre partie de la légende arthurienne qui est basée sur un événement historique distinct, même si c'est moins un événement historique qu'une légende ou un récit. Et voici l'histoire de San Galgano. Et dans son histoire, il y a un passage où il enfonce son épée dans une pierre et elle y reste, soi-disant, jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez même la visiter dès maintenant. Il n'existe aucune preuve directe permettant d'affirmer que l'épée de San Galgano est la véritable inspiration et la base de l'épée dans la pierre. Il n'existe aucune preuve directe que d'autres éléments du récit arthurien soient fondés sur Charlemagne, ses chevaliers ou son épée. Mais les corrélations sont très fortes. Je n'utiliserai pas l'épée de Galgano pour imaginer la version historique d'Excalibur. Parce que l'épée dans la pierre n'est en réalité pas Excalibur dans la plupart des versions du récit. Il y a quelques cas où Excalibur était l'épée dans la pierre. La plupart du temps, ce n'est pas le cas. Je vous ai montré des photos de l'épée supposée de Gelgano. Comme vous voyez, c'est une épée classique du XIIe siècle. Ce qui nous ramène aux deux sources principales d'inspiration, ou même à la base du récit arthurien. Mais cela nous donne aussi deux origines possibles pour la version historique d'Excalibur. Dans cette vidéo, nous allons tenter de découvrir à quoi Joyeuse aurait vraiment ressemblé, pour nous donner une idée de l'apparence possible d'Excalibur si elle a existé, parce que c'est Joyeuse, c'est sur cela qu'elle était basée. Mais nous allons aussi examiner l'épée qu'aurait utilisée l'Arthur historique, car son épée aurait probablement eu un aspect un peu différent de celui d'une épée carolingienne. Parce que le véritable Arthur historique, ce chef celto-romain britannique, eh bien très probablement, il s'agissait sans doute d'une épée de style celtique. Donc, on dit que Joyeuse, l'épée de Charlemagne, existe encore aujourd'hui et qu'elle est, vous savez, dans un musée. Le fait est que tout au long de l'histoire de cette épée, la lame a été remplacée et la garde aussi, ce qui signifie techniquement que cette épée n'a pas vraiment d'éléments physiques d'origine. Enfin, en fait, la lame a peut-être été reforgée, d'accord? Mais en termes d'apparence, elle ne ressemble en rien à ce à quoi elle aurait vraiment ressemblé dans les mains de Charlemagne. La garde transversale est un indice évident. Joyeuse devait donc plutôt ressembler à cela. Le style d'épée qui est devant vous est ce qu'on appelle généralement l'épée carolingienne, ou en effet l'épée de la période des migrations. C'est l'ancêtre et le précurseur de l'épée de l'époque viking que j'aime particulièrement appeler le sverd et la descendante du sputa romain. Les épées de style carolingien sont généralement définies par leur garde en forme de I majuscule, et l'épée de Charlemagne provenant de cette période a très certainement été fabriquée dans ce style. Mais bien sûr, étant, vous savez, l'épée de l'un des rois les plus éminents, on peut dire sans risque que cette épée a été fabriquée avec la meilleure qualité possible et, en effet, rendue aussi élégante que possible. Et on peut vraiment dire que c'est la représentation la plus historiquement fidèle de l'épée sur laquelle Excalibur est basée. Et c'est intéressant, on pourrait presque appeler Excalibur Joyeuse parce que Joyeuse est une épée. Excalibur s'inspire clairement d'elle. Elle a donc probablement existé et ressemblait sans doute à cela. Voici à quoi ressemblait Excalibur dans l'histoire. Mais il y a quelques suppositions que nous faisons pour établir ce lien. Parce qu'au final, Excalibur, telle qu'on la connaît dans la légende arthurienne, n'existait pas. C'est fictif, mais qu'en est-il de l'épée qu'Arthur lui-même aurait utilisée ou simplement de l'homme Arthur? Le roi Arthur aurait aussi porté le nom d'Arthur, selon certains. Comme je l'ai dit, c'est probablement une épée de style celtique, donc quelque chose comme ça. En fait, les épées de style celtique ont existé pendant une période assez longue.
Et il faut dire que les Celtes occupaient en réalité une grande partie de l'Europe selon la période. On parle d'environ le 6e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la chute de Rome. Les Celtes ont connu expansion, répression et évolution durant cette période. Il est donc inexact de les considérer comme un seul peuple et une seule culture. Alors qu'en réalité, il y avait de nombreuses cultures différentes à cette époque et dans cette région. Et ceux sur lesquels nous voulons nous concentrer dans cette vidéo sont en fait les Celtes de Bretagne de la période tardive. Cette image ici montre l'évolution des poignées d'épée de style celtique, en commençant par la technologie de l'âge du bronze, puis en passant au fer. Ainsi, le style d'épée utilisé par Arthur, ce breton celtique, serait l'un de ses modèles récents. Et c'est intéressant si les gens veulent replacer la légende arthurienne dans un contexte plus historique, afin d'essayer de définir à quoi ressemblait le roi Arthur en tant qu'homme. Alors, donnez-lui l'épée correspondant à la période, et comme vous avez pu le voir, les deux origines historiques possibles d'Excalibur ressemblent à quelque chose de très différent de ceci. Excalibur est souvent représenté comme une épée d'époque ultérieure pour une raison évidente. Et c'est une pratique qui apparaît dans l'art médiéval. Dans l'art médiéval, on retrouve souvent la représentation de batailles historiques comme celle de Crécy, n'est-ce pas? Les artistes la représentent en fonction des armes et des armures qui étaient portées à leur époque, même s'ils sont éloignés de 100 ou 200 ans de l'événement réel. Donc en réalité, c'est comme si je devais représenter la Révolution américaine en dessinant tous les soldats comme des bérets verts modernes, très historiquement inexact, mais ce n'est pas forcément quelque chose que nous ne faisons pas dans les médias populaires, parce que vous pouvez comprendre que c'était en quelque sorte un type de média populaire de l'époque. Nous adorons moderniser les histoires classiques. Pensez aux super-héros, à Spider-Man à ses débuts, c'était quand? Les années 70 ou 80? Non, même avant. Mais chaque nouvelle version de Spider-Man le ramène à l'époque moderne, afin qu'il soit plus proche des gens qui le lisent. On peut vraiment voir ça dans n'importe quel reboot, c'est toujours ramené à l'époque actuelle. C'est ce qu'il faisait au Moyen-Âge, en racontant ou représentant à nouveau des événements historiques. Et comme la légende arthurienne est devenue vraiment populaire à l'époque médiévale, notamment au Haut Moyen-Âge, les représentations d'Arthur aussi. Eh bien sûr, ils le montraient selon ce qui leur était contemporain à l'époque où l'histoire était racontée, ce qui se traduit aussi pour Excalibur. Ressemblant à l'épée que l'on voit souvent quand on pense au roi Arthur, et le roi Arthur étant une figure du haut Moyen-Âge, en armure de plate complète et tout ce genre de choses, alors qu'en réalité, la base historique de tout cela, non seulement l'homme, mais la légende elle-même, remonte en fait à une période bien antérieure, autour du VIe siècle. Charlemagne, c'est le 7e siècle, pas le vœu, et ce n'est pas le haut Moyen-Âge. Il ne porte pas d'armure de plate complète. Ce ne sont ni des épées médiévales, ni des boucliers en écusson ou en cerf-volant à cette époque. On évoque encore les boucliers ronds avec imbo, etc. Voilà donc l'origine historique et la base de la légende arthurienne, à la fois l'histoire et l'homme, ainsi que l'apparence réelle qu'aurait eu Excalibur. Merci d'avoir regardé, j'espère que cela vous a plu. À bientôt, au revoir.